De tous les jeux indés sortis ces 10 dernières années, on aurait bien du mal à trouver une œuvre plus adulée qu'Ori and the Blind Forest. Que ce soit dans la presse ou du côté des joueurs, l'immense majorité des retours est dithyrambique. Le monde est tombé sous le charme de cette adorable bestiole et de son univers onirique dès les premiers aperçus, et la sortie du jeu n'a fait que renforcer ce sentiment chez de nombreuses personnes qui ont immédiatement élevé Ori au rang des meilleurs Metroidvania de tous les temps, voire comme l'un des meilleurs jeux tout court. Et lorsque j'ai acheté le jeu quelques temps après, je suis aussi tombé en pâmoison devant la maîtrise artistique du jeu, la fluidité des mouvements et la grâce presque indescriptible de l'ensemble. Malheureusement, cette impression n'a pas duré. J'ai trouvé à l'époque de nombreux éléments frustrants qui m'ont finalement fait abandonner le jeu avec une sale impression d'être passé à côté de quelque chose. Nous voici au début d'une nouvelle année, la période des nouveaux départs et des secondes chances. Le moment parfait pour tenter à nouveau l'aventure magique d'Ori et remettre en question mon impression de l'époque. Cette fois-ci, mon sentiment initial a été à peu près le même que durant ma première partie. Un émerveillement immédiat, la surprise en moins. Les petites scènes de vie entre Ori et Naru restent adorables et encore impressionnantes presque 10 ans plus tard. Puis vient le gameplay et avec lui la réalisation que ces cinématiques n'étaient qu'un aperçu du vrai rendu visuel du jeu, même dans la fluidité des mouvements. Et j'imagine que c'est de là que vient en partie l'amour des amateurs d'Ori. On trouve rarement des jeux avec une pareille direction artistique. Ici, tout semble fait à la main, rappelant davantage une peinture qu'un jeu vidéo, et même le tuning utilisé sur certains mouvements a un air naturel montrant une réelle maîtrise et un souci du détail incroyable. Pour moi, ce sont les décors qui font le plus gros du travail. Chaque élément, des roches aux feuilles et à l'écorce, semble être fait de véritables coups de pinceau dirigés, avec toutes les nuances de couleurs et d'intensité que ça suppose. Je dois par contre avouer que mon émerveillement s'est un petit peu estompé au cours de la partie. Même s'il se renouvelle un peu par divers thèmes et phénomènes, les décors ne sont pas spécialement variés. Oui, je sais, on m'a vendu une forêt et on m'a livré une forêt. Mais j'ai quand même l'impression qu'on aurait pu trouver un peu plus de variété, même au sein de ce thème. Ces décors au demeurant magnifiques sont animés par des personnages principaux aux mouvements emplis de personnalité. Ori virevolte à l'écran avec une agilité rappelant tantôt celle du lapin, tantôt celle du chat. Naru nous attendrit avec ses gestes pleins de douceur maternelle. Gumo explore son monde perdu d'un pas leste et délibéré, et la chouette Kuro veille sur son territoire d'un regard menaçant glissant dans les airs comme une feuille. Le rendu des ennemis est peut-être un peu plus inégal. Certains sont très beaux et magnifiquement animés, leurs gestes évoquant avec beaucoup de justesse la vie sauvage. Mais inversement, certains sont parfois mal définis, à base de formes très basiques avec une simple source lumineuse en leur centre. Parlons de la lumière d'ailleurs, parce que c'est là qu'était mon seul gros problème avec les visuels du jeu à sa sortie, et c'est encore vrai aujourd'hui. Le jeu affiche beaucoup trop de sources de lumière, mal différenciées en termes de couleur et d'intensité. Du coup, il devient parfois difficile de différencier les projectiles, les sources de lumière, les ennemis et les orbes à ramasser. Il arrive aussi que certains ennemis ou objets soient cachés par le décor au premier plan, ce qui n'arrange rien. Et ça, on est censé avoir tous compris que c'était une idée de merde depuis le début des années 90. Alors oui, Ori reste très très beau, mais parfois presque trop beau quand certaines trouvailles artistiques viennent amoindrir le gameplay pour un instant. L'ambiance sonore est par contre toujours très juste, faite d'envolées orchestrales très conceptuelles, accompagnant à merveille le style pictural du jeu. On trouve les thèmes émouvants qu'on attend durant les scènes cinématiques. Et les morceaux d'accompagnement doux typiques des moments plus longs ou plus contemplatifs. Mais Gareth Cocker, le compositeur d'Ori, intègre également des titres beaucoup plus péchus dans certains moments d'action, sans jamais s'éloigner du style éthéré et onirique du jeu. Le design sonore est aussi aux petits soins, chaque son étant parfaitement distinct des autres et totalement représentatif de l'action et de sa source. Les mouvements d'Ori émettent de brefs coups de vent et ces petits cris de douleur aiguë vous rappellent à l'ordre en cas d'erreur.
Les collectibles scintillent en d'autant de notes qu'ils ont de couleurs différentes, et les ennemis annoncent leur danger en crachant des sons déplaisants. Le son participe au gameplay en aidant la clarté de l'action, là où les visuels échouent parfois. Les ingé-sons ont parfaitement compris leur mission et l'ont accompli tout en démontrant un immense talent artistique. Le scénar et la mise en scène sont également, à mon sens, quasi sans faute, et ce avec au final assez peu de texte. Il y a 2 éléments de narration textuelle dans le jeu. 2 personnages de l'histoire, chacun ayant une fonction distincte. L'arbre aux esprits intervient régulièrement pour commenter les actions d'Ori comme un conteur distant. C'est lui qui fait le gros du travail quand il s'agit de présenter des personnages ou d'expliquer leurs actions. Il est très présent en début de partie et s'efface peu à peu une fois que les bases de l'histoire sont posées. Seine est votre petit compagnon de lumière qui vous suit tout au long de la partie. Elle interagit avec Ori et c'est elle qui oriente le plus directement le joueur vers les différents objectifs, parfois de façon un poil artificielle. Elle a bien sa propre personnalité et ses propres motivations, mais certaines de ses interventions poussent le joueur d'objectif en objectif sans réelle intégration dans l'histoire. Oh super, on a trouvé la clé du machin, on peut maintenant ouvrir le temple du machin. Allez, tu dois prendre la route du machin tout de suite. En dehors de ces moments un peu forcés, le reste de la narration se fait par plusieurs personnages dont la caractérisation est réussie sans un mot de leur part, uniquement par leur langage corporel déjà évoqué un peu plus tôt. Sans spoiler, l'histoire en elle-même démarre comme un conte classique racontant un affrontement entre l'ombre et la lumière. Suite à une erreur de Naru, les esprits et enfants de l'arbre ont été perdus, la lumière de la forêt s'est affaiblie et Kuro a répandu son ombre sur celle-ci. En vérité, la suite de l'histoire est bien plus subtile que cela, et évite habilement les gros clichés pour présenter des personnages plus ambivalents qu'il n'y paraît au départ, et dont la main a souvent été forcée par des circonstances difficiles. J'en dirai pas plus, mais la fin de toute beauté pose selon moi Thomas Mahler comme un maître conteur qui nous livre ici une histoire magnifique, avec minimalisme et subtilité. Sans grande surprise, les qualités du jeu ne s'arrêtent pas à son esthétique, mais s'étendent au contrôle du petit bonhomme. Le héros se déplace à très grande vitesse, répond au doigt et à l'œil et les nombreuses commandes liées au mouvement restent assez intuitives, malgré le grand nombre de boutons utilisés. En fin de partie, Ori peut dasher, grimper, planer, sauter au mur et accomplir plein d'autres actions classiques dans le genre. Diriger le petit bonhomme est extrêmement satisfaisant. Mention particulière à la capacité de s'ancrer sur n'importe quel ennemi ou projectile pour le rediriger tout en propulsant Ori dans le sens opposé. C'est sûrement la capacité la plus originale et la mieux utilisée tout au long de la partie. Si je devais chipoter sur un détail, c'est que le saut est tellement vif qu'il est assez facile de dépasser son objectif au départ. Mais ça demande juste un petit temps d'adaptation au début de partie. Je me suis aussi un peu lassé du mouvement vers la fin, la faute au level design qui arrête de présenter de nouvelles situations intéressantes. La difficulté monte d'un cran, mais on se retrouve à faire des choses déjà vues pendant 2-3 heures. C'est bien d'avoir des épreuves finales qui poussent le joueur dans ses derniers retranchements, mais peut-être pas sur des durées aussi longues. Mais comme j'ai dit, je cherche la petite bête, dans l'ensemble, Ori bouge très bien. Non seulement ça, mais il bouge dans un environnement parfaitement conçu. On traverse la carte à telle vitesse que même les allers-retours obligatoires pour dénicher les secrets avec de nouvelles capas restent un plaisir. Et j'ai beau trouver les décors un peu répétitifs, ça n'empêche pas à chaque salle d'avoir un plan unique et d'être immédiatement reconnaissable. La carte aussi est parfaitement lisible et assez détaillée pour immédiatement identifier tous les endroits visités en un instant, à des années-lumière des autres représentants du genre qui se contentent de copier les cartes basiques de Metroid ou Symphony of the Night en se disant que ça fera l'affaire. Le seul souci vient d'éléments de progression mal indiqués, voire pas du tout, pour des raisons qui m'échappent. Par exemple, ça, là, je sais pas pourquoi c'est pas indiqué. Si c'est un oubli, c'est dommage, si c'est volontaire, c'est incohérent avec le reste du jeu. En tout cas, ça fait parfois faire des détours inutiles. Pour aider encore un peu avec l'exploration, le monde est ponctué d'hôtels faisant à la fois office de point de sauvegarde et de point de téléportation. Et ça, c'est une excellente idée que tous les Metroidvania devraient adopter selon moi. Je n'ai jamais vraiment compris l'intérêt de séparer ces deux éléments, à part emmerder artificiellement le joueur. Ces hôtels sont en revanche rares, au nombre d'un par biome, et honnêtement pas toujours super bien répartis. Ce petit souci est réparé, en apparence du moins, par l'une des mécaniques principales du jeu. Le joueur peut et surtout doit créer lui-même ses propres checkpoints à partir d'énergie, une ressource trouvée en explorant.
Et c'est mignon sur le papier, mais moi j'ai trouvé ça totalement affreux dans la réalité. Le placement d'un checkpoint est un choix de design conscient, qui prend en compte les difficultés passées et à venir du jeu afin d'offrir une courbe de progression clairement définie aux joueurs. Et pour ça, il faut connaître l'intégralité du jeu et avoir une bonne idée de la situation du joueur à un moment donné. C'est bien pour cela que le développeur est presque toujours la seule personne responsable du placement des dits checkpoints. Le joueur n'a lui pas les informations nécessaires pour évaluer sa propre situation vis-à-vis de l'ensemble du jeu. C'est bien d'innover, de vouloir mettre un coup de pied dans la fourmilière, mais avant de mettre en place une mécanique qui va à l'encontre de 99% des jeux publiés, il faut peut-être se demander pourquoi personne ne l'a fait. Peut-être que tout le monde y a pensé, qu'on y a globalement renoncé parce qu'on sait que ça marche pas. C'est d'ailleurs comme ça que j'ai lâché l'affaire les 2 premières fois, en dépensant à plusieurs reprises mon seul checkpoint disponible dans un spot affreux, sans réussir à progresser ni à rebrousser chemin. Cette fois-ci, je m'en suis mieux sorti, à tel point que j'ai fini par découvrir que la seconde moitié du jeu a l'exact problème inverse. Parce qu'en progressant, on augmente régulièrement son stock d'énergie maximum, et on réduit aussi à 2 reprises le coût des points de sauvegarde, ce qui ruine entièrement la mécanique. Les checkpoints deviennent tellement abordables qu'on peut littéralement en poser un après chaque obstacle dans les phases de plateforme, ou se créer des zones de repli qui empêchent toute perte de progression dans les phases d'exploration. On se retrouve à faire du self-scumming dans un Metroidvania, la difficulté disparaît presque totalement. Et vous me direz qu'on a le droit de placer moins de checkpoints pour contrôler la difficulté. Mais non en fait, pas vraiment. Parce qu'encore une fois, le joueur ne sait absolument pas ce qui arrive par la suite dans le jeu, vu qu'il ne l'a pas conçu. Il est donc bien obligé d'abuser du système cassé qu'on lui donne. D'autant que psychologiquement, il est extrêmement difficile pour un joueur de s'extraire d'une stratégie dominante une fois celle-ci identifiée. Malheureusement, ce n'est même pas là mon plus gros problème avec le jeu. J'ai aussi une dent assez méchante contre les combats. Et c'est pas qu'ils soient mauvais, Ils sont assez bien conçus, ils réalisent parfaitement la vision des développeurs, et sont probablement encore plus intuitifs que les mouvements. Mais par contre, qu'est-ce que j'ai pu les trouver chiants! 99% des combats se déroulent plus ou moins de la même façon. On court à travers l'écran pour esquiver les ennemis et leurs coups, et on appuie sur la touche d'attaque pour envoyer des salves de missiles autoguidés sur l'adversaire le plus proche. Des fois, il faut charger une attaque de zone. Voilà, c'est tout. Pas d'enjeu autour du positionnement, pas de type de dégâts à gérer, et pas de capacité spéciale aux propriétés intéressantes. J'avais généralement moins l'impression de mener un combat que de bourrer une touche pour confirmer que oui, j'aimerais bien continuer à jouer, si possible, merci beaucoup. Certains ont probablement apprécié la simplicité des combats et la fluidité qui en ressort, mais pour ma part, j'ai regretté de ne jamais me sentir vraiment impliqué, d'autant que les ennemis eux-mêmes manquent cruellement de diversité. Plusieurs d'entre eux sont de simples modifications plus costauds des anciens, et même au sein des archétypes, les patterns manquent largement de diversité. Ça vous saute dessus, ça vous balance des volets de projectiles, et encore une fois, c'est à peu près tout. Le système d'évolution n'a pas non plus particulièrement stimulé mes neurones. L'arbre de progression est en fait 3 pauvres branchettes tombées au sol durant la dernière tempête. Les choix sont donc très limités, surtout que les nœuds augmentent progressivement de prix, donc on avance par palier, au moins au départ. Les options ne sont par ailleurs pas passionnantes, on gagne un projectile par-ci, on réduit le coût d'une capa par-là, tout ça est très banal. Pas mauvais pour autant, et ça ne gâche en aucun cas le jeu, mais ça ne l'enrichit pas non plus spécialement. Même si j'ai cette fois-ci terminé Ori and the Blind Forest, et que je me suis quand même bien amusé dans l'ensemble, il m'en reste l'impression finale d'un jeu porté par une superbe direction artistique et souffrant de sérieux défauts de conception qui n'auraient sinon pas été acceptés aussi facilement par les joueurs. Est-ce que c'est bien juste de ma part? Tout dépend des priorités de chacun en fait. Si les problèmes que j'ai cités ne vous affectent pas outre mesure, tant mieux pour vous et tant pis pour moi. Je suis pas là pour casser les jouets des gens, et j'aurais aimé me rapprocher davantage du consensus autour d'Ori parce que les autres ont l'air d'avoir vécu une véritable révélation. Ceci dit, le discours sur la série est devenu un peu moins monolithique ces derniers temps, et d'autres ont pu être frustrés par les soucis que j'ai cités. Et les fans recommandent régulièrement aux mécontents de quand même tenter le 2e épisode qui corrigerait nombre de ces problèmes. Alors oui, je lui donnerai sa chance. Mais pas tout de suite, parce que j'ai pas envie de me lasser de l'univers du jeu, ce serait pas productif. Pour l'instant, je m'en vais chercher une expérience différente pour varier un peu les plaisirs. Alors à la prochaine, et d'ici là, amusez-vous bien.